Bonjour tout le monde. Alors il me semblait important aujourd'hui de parler de quelque chose que je n'ai encore pas parlé. Ça fait un certain nombre d'années que je vous fais des vidéos et j'ai pas du tout parlé de ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une consultante hier avec laquelle on en a parlé. Je me suis dit tiens, allez, c'est le moment de se faire une petite vidéo là-dessus. Alors le là-dessus, c'est quoi? C'est les fameux probiotiques. On va faire une vidéo sur finalement qu'est-ce que c'est que des prébiotiques, qu'est-ce que c'est que des probiotiques. Est-ce que vous savez ce que c'est que des symbiotiques? Est-ce que vous savez ce que c'est que, entre guillemets, des parabiotiques? Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu tous ces termes-là. Et comme toujours, ben, vous savez, moi je suis amoureuse du corps humain. Ça c'est mon côté, c'est le côté soignant qui reste, hein, infirmière anesthésiste. Donc la connaissance du corps humain pour moi elle est essentielle. D'ailleurs elle est essentielle dans mon métier de thérapeute. Vous savez que pouvoir expliquer aux gens comment le corps humain fonctionne, eh bien, ça fait que les gens ils ont plutôt tendance à entendre ce que vous dites et appliquer ce que vous dites. C'est pas parce que vous allez voir un naturopathe qui vous dit prenez des oméga 3, vous allez prendre des oméga 3, il faut essayer de comprendre. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je voulais parler des probiotiques aussi aujourd'hui, c'est que les probiotiques, en fait, c'est pas automatique. On va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est surtout très à la mode, les probiotiques. Tout le monde conseille des probiotiques. Et même et surtout des gens qui ne sont pas du tout formés, qui surfent sur la vague. Et les probiotiques, vous allez voir que ça risque de faire bien plus de mal que ça peut faire du bien. Donc, on va essayer de revenir, du coup, sur la natphysio. Pourquoi on parle de probiotiques? Pourquoi on parle de prébiotiques, etc., etc. Eh bien parce que dans notre corps, on vit en symbiose. On vit en symbiose avec ce qu'on appelle une flore saprophyte, avec des microbiotes. Et je dis bien des microbiotes, on n'en a pas un seul. Avant, on parlait de flore microbienne. Donc, on va voir ce que c'est qu'un microbe. Une flore microbienne, eh bien en fait, on a des microbiotes. Et on a un nouveau mot qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui s'appelle le microbiome. Le microbiome, ce serait l'ensemble des gènes de notre microbiote. Alors on vit avec 10 fois plus de flore microbienne dans notre corps que du nombre de cellules que nous avons et qui fabriquent ce même merveilleux corps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Un microbe, c'est un agent infectieux. On va retrouver des levures qui peuvent devenir des champignons, on va retrouver des parasites, on va retrouver des bactéries. Les grandes familles de bactéries, c'est les bactéroïdètes et les firmicutes. On va retrouver aussi des virus. C'est-à-dire que dans notre flore, entre guillemets, saprophyte, celle qui nous aide, celle qui doit être en déséquilibre, celle qui ne doit pas être en dysbiose, justement, eh bien, on va retrouver aussi bien des virus que des levures, que des parasites, que des bactéries. Ça, c'est important. On retrouve cette flore saprophyte aussi bien au niveau des yeux qu'au niveau de la bouche, qu'au niveau du cœur, qu'au niveau de la peau, qu'au niveau chez la femme du vagin et qu'au niveau des intestins. En général, on parle toujours de celui des intestins, mais il faut savoir que celui des intestins, il est très fortement lié aux autres microbiotes de notre corps. Alors, le microbiote, forcément, qui contient des microbes, microbes, jusque-là, on est plutôt logique quand on a choisi les mots, eh bien, il va être, entre guillemets, de formation de quantités différentes dans le tube digestif ou dans notre vagin ou sur notre peau. Alors là où on en a le plus, l'extrêmement abondant, c'est dans le côlon. On a 50% de notre caca, c'est des germes en fait. Donc c'est juste incroyable, moi je trouve. Alors, à quoi ça sert finalement cette flore saprophyte, puisqu'on sait que ça nous aide? Ça nous aide à faire quoi? La flore de fermentation qu'on va retrouver essentiellement au niveau du côlon droit, donc le côlon qui est à droite, jusque-là c'est pas trop compliqué, celui qu'on appelle aussi le côlon ascendant. Cette flore de fermentation, elle va être là pour finir de digérer les fibres, alors pas finir de digérer, pour digérer les fibres, parce qu'il n'y a que là qu'on digère les fibres. Donc quand vous mangez une grosse salade verte, quand vous mangez des céréales semi-complètes, lorsque vous mangez des légumineuses, lorsque vous mangez des fruits, etc., ou lorsque vous mangez beaucoup de légumes, c'est normal de fermenter, c'est normal d'avoir cette partie en fait du côlon qui gonfle un peu et d'avoir un tout petit peu de ballonnement parce que vous avez mangé beaucoup de légumes ou de fruits. Ça c'est la première des choses, c'est que le seul endroit où on digère les fibres, c'est grâce à nos amis de la flore de fermentation. Ensuite, on sait que
ce microbiote, il va nous aider à finir de digérer les protéines, et on va parler juste après de la flore de putréfaction. Il va nous aider à fabriquer des vitamines, notamment la fameuse vitamine K, qui est une vitamine qui se trouve en réserve dans le foie, qui est la vitamine de la coagulation, une vitamine liposoluble. Donc ça nous aide d'ailleurs à digérer, à finir de digérer ou à digérer les lipides. Ça nous aide, je vous l'ai dit, sur les protéines. Ça nous aide à finir de digérer les fameux polysaccharides, les sucres un peu compliqués à digérer. Je vais vous donner quelques exemples derrière. Donc vitamine K, les vitamines B. Les vitamines B, on sait aujourd'hui que c'est un rôle super important au niveau du cerveau. Et puis, eh bien, c'est notre système immunitaire. 85% du système immunitaire se trouve dans nos microbiotes. Ça, c'est vachement important. Et le fait que ça soit là, que ça soit présent sur la muqueuse, en fait, aussi bien de la peau, du vagin, de la bouche, des yeux, etc., tous les endroits que je vous ai déjà cités, et il faut savoir que si c'est là, en fait, ça prend de la place. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, ça ne peut pas s'installer. C'est ça qui est intéressant d'entendre, c'est qu'il faut arrêter de trop nettoyer partout, en fait, de vivre dans cette idée de je tue 99,9% des microbes, parce que finalement, quand je fais ça, je tue les miens, et la flore, entre guillemets, qui n'est pas bonne pour nous, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va s'installer, elle va créer des maux, en fait. Voilà. On sait aujourd'hui, il y a plein d'études, en fait, vous pouvez aller voir sur publications médicales, mais sur plein d'autres endroits aussi. Vous vous souvenez, moi je ne mets pas des études, je n'ai pas besoin de ça dans mes vidéos, c'est pas ce que vous venez chercher, il y a d'autres collègues qui le font, alors et vous allez le chercher là-bas et ça me va très bien, c'est pas mon job à moi. En général, quand je vous donne une information, c'est que je l'ai vérifiée plusieurs fois et vous pouvez la trouver facilement sur Internet. On sait aujourd'hui que notre flore, ça profite, si elle n'est pas en équilibre, si elle est en dysbiose, c'est-à-dire en déséquilibre, on sait que ça donne en fait de l'inflammation, d'où toutes les MICI, entre guillemets, maladies inflammatoires chroniques des intestins qu'on trouve aujourd'hui. Mais on sait surtout que cette flore en déséquilibre, cette dysbiose, ça va nous donner tous les troubles des maladies dites de civilisation, c'est-à-dire le surpoids, c'est-à-dire le diabète de type 2, c'est-à-dire toutes ces pulsions alimentaires, tous ces tocs, entre guillemets, que ce soit alimentaire ou autre, pardon d'ailleurs. Mais on sait aussi, ça je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, qu'elle va favoriser, lorsque on est en dysbiose, on va favoriser le cancer colorectal. Et puis, le plus important pour moi, parce que nos intestins, c'est le premier cerveau, pour moi, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui que les troubles de la mémoire, que les troubles de l'apprentissage, que la sénescence du cerveau, eh bien, elle va être présente de plus en plus tôt quand on est en dysbiose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des troubles de la mémoire, quelqu'un qui a du mal à apprendre, je pense notamment aux enfants, aux adolescents, etc., quelqu'un qui a des troubles neurologiques. Alors, quand on parle de troubles neurologiques, il ne faut pas penser qu'au cerveau, il faut penser à tous les nerfs aussi. Je pense aux gens qui ont des fourmis ou des choses comme ça, les gens qui ont des paresthésies. Eh bien, c'est une dysbiose. On sait aujourd'hui, c'est établi, que beaucoup de maladies neurologiques sont liées à une dysbiose de nos microbiotes. Donc, n'oubliez pas, n'importe quoi, n'oubliez pas qu'on a des microbiotes. Alors, la flore intestinale, son équilibre va dépendre de plein de choses. Je vous l'ai dit, éviter, entre guillemets, de tout aseptiser. Voilà, ça c'est super important. 2, importance de l'acidité gastrique. Si vous n'avez pas assez d'acidité gastrique, ou si vous en avez trop, ça va être pareil, eh bien on va avoir le nombre de bactéries qui va être ou grandissant ou diminué, et notamment les fameux lactobacilles, qui sont indispensables, qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont dans le yaourt, bien entendu. On sait aujourd'hui que si vous prenez des IPP, que si vous n'avez pas assez d'acidité, eh bien on a une flore qui est en déséquilibre. Donc avec tous les troubles qui vont derrière. Ensuite, on sait que le péristaltisme, donc le péristaltisme, c'est les muscles lisses, donc notamment
tout le tube digestif qui va se contracter, faire la petite chenille, et bien ce péristaltisme, il va forcément, entre guillemets, avoir un rôle sur la flore. Pourquoi? Parce que si vous avez tendance à être constipé, ben, le péristaltisme, il est très très lent, donc ça veut dire que ça va avoir le temps de fermenter, de moisir, etc. Parce que c'est là, ça mijote un petit peu, etc. Imaginez un peu votre plat que vous avez laissé dans la cuisine pendant 3-4 jours, il va commencer à y avoir des choses qui vont se former dessus, ben, c'est un petit peu ça. Et puis au contraire, si vous avez tendance à faire plutôt de la diarrhée ou à aller faire caca 2-3 fois par jour, je vous rappelle que c'est pas normal de faire caca 2-3 fois par jour, ok, ou si vous avez un caca qui dépend de ce que vous mangez, ça aussi c'est pas normal. Votre caca il doit être pareil tous les jours, quoi que vous mangiez. Normalement c'est notre flore, ça profite, qui fait le nécessaire pour que le caca soit normal tous les jours. Donc ce péristaltisme qui dépend du parasympathique, je vous le rappelle, ce sont des muscles lisses, va forcément avoir un rôle comme l'acidité de l'estomac sur votre flore symprophyte. Et puis, je vous ai parlé de la flore de fermentation, du côlon droit, de la digestion des fibres et de la fin de digestion des polysaccharides. On a une flore de putréfaction qui est au niveau du côlon gauche, on appelle aussi le côlon descendant. On va finir de digérer les différentes protéines dans cet endroit-là, si jamais, ben justement, on n'a pas assez mâché. Si on a eu un estomac qui n'est pas assez acide, n'a pas fait assez son travail. Et puis si on a un pancréas qui est un peu fatigué, par exemple par du diabète, on va se retrouver avec moins de protéases pour digérer les protéines, et on se retrouve donc avec des protéines au niveau du côlon gauche, et là la flore de putréfaction va se faire plaisir, elle va manger et elle va nous créer des gaz, des ballonnements, des pets qui vont plutôt puer. Voilà. Ça c'est entre guillemets un peu le rôle et les conséquences de notre alimentation sur notre microbiote. Donc vous avez compris que ce microbiote il doit rester en équilibre, qu'on a un certain nombre de microbes sur nos microbiotes. Alors, il ne faut pas que cette flore saprophyte, elle devienne une flore pathologique. Il faut qu'elle prenne vraiment la place et que tout ce qui fait que passer, ce qu'on appelle la flore pathogène, eh bien, ne puisse pas se développer. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait, entre guillemets, un microbiote, des microbiotes qui sont en équilibre. Pour ça, déjà, alimentation équilibrée. Ça veut dire qu'il ne faut pas enlever les protéines animales, il ne faut pas enlever les fibres, et il faut à chaque repas avoir un petit peu de tout pour qu'on donne à manger aux différentes flores de notre corps. Ça, c'est important déjà à retenir. Si vous mangez trop de fibres, vous allez favoriser la flore de fermentation, ce qu'on appelle entre guillemets un peu les prébiotiques. On va en reparler un petit peu après. Donc les gens qui mangent très peu de protéines animales vont avoir une flore de fermentation qui va gonfler, qui va prendre de la place, et la flore de putréfaction va s'éteindre. Sauf que la flore de putréfaction, elle fait partie intégrale de l'équilibre de nos microbiotes. Donc, si vous ne voulez pas manger de viande parce que vous êtes pour le bien-être animal, pour la planète, etc., pensez à manger des protéines végétales. Alors, évitez le soja, qui n'est pas un aliment européen. On ne sait pas faire avec le soja, faites attention. Même si le tempeh fait partie des prébiotiques, je vous donnerai une liste tout à l'heure, faites attention au soja. Ça reste un phytoœstrogène, et notamment au moment important de la vie, c'est-à-dire à la puberté, au moment de la grossesse et au moment de la ménopause. Voilà. Ça, c'est dit, il fallait que je le place. Alors, autre chose, en passant, puisque j'y pense, je vous ai parlé des lactobacilles qui sont au niveau de nos intestins. Le lactobacille, entre guillemets, dit vulgaris, que l'on a dans un fameux yaourt très connu, n'est certainement pas une flore normale de l'homme. Donc on évite d'acheter ce genre de yaourt. Alors, pour pouvoir garder en équilibre notre flore saprophyte, eh bien on va dans notre alimentation amener aussi bien des prébiotiques que des postbiotiques, et enfin des probiotiques, pardon, parce que postbiotiques c'est encore un nouveau nom qui est sorti.
Et je vous en parlerai juste après, c'est quelque chose de plutôt récent. Donc, dans notre alimentation, on va amener tous les jours un peu de prébiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que le prébiotique? Le prébiotique, c'est des fibres qui vont nourrir nos différents microbes que l'on a au niveau de nos différents microbiotes. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, entre guillemets, comme prébiotiques dans l'alimentation? C'est en gros un peu tout ce qui vous fait fermenter. Donc, je vous ai dit, les céréales semi-complètes, donc la graine de la céréale, les légumineuses, ce qu'on appelle les graines d'oléagineux. Alors, les graines d'oléagineux, c'est les différentes graines. Graines de lin, graines de chia, graines de courge, graines de citrouille, etc. etc. C'est bien entendu les fruits et les légumes. Voilà. Ça, c'est des prébiotiques. On peut citer la grosse famille, entre guillemets, des pectines, P-E-C. Les pectines, c'est ce qu'on a dans la pomme, dans la poire, dans la pêche, dans le raisin, par exemple. On peut citer la grosse famille des inulines. Alors, les inulines, c'est des polysaccharides. On va pouvoir parler par exemple de l'artichaut, du salsifis, on peut parler aussi des asperges, de l'ail, de l'oignon, ce qu'on appelle entre guillemets les FOS, ce qu'on appelle les fructo-oligosaccharides, qui sont entre guillemets aussi très présents dans ce qu'on appelle les FODMAP, qu'on va éviter dans le SIBO. Donc pour ça, je vous laisse retourner voir la vidéo sur le SIBO. On en a aussi dans la banane. Je ne vous ai pas cité la banane, c'est vrai qu'on a aussi des FOS au niveau de la banane. Alors, lorsque l'on va manger de l'ail, lorsqu'on va manger de l'oignon, on va essayer plutôt de les manger crus, parce qu'en plus, ça a un grand intérêt d'un point de vue anti-flore, entre guillemets, qu'on n'aime pas. C'est excellent pour l'immunité, en fait, l'ail et l'oignon. Donc on en mange avec parcimonie un tout petit peu tous les jours, et si possible, entre guillemets, cru. Parce que, en plus, les fameux FODMAP, le fameux SIBO, en fait, ça arrive parce qu'on va favoriser l'inuline. Je vous ai cité quelques noms d'inuline. Si on le mange chaud, c'est-à-dire que il va y avoir une modification chimique qui fait qu'on va avoir de plus en plus de mal, entre guillemets, à la gérer. Donc, les prébiotiques, c'est des fibres qui vont nourrir les bactéries, les virus, les champignons de notre flore saprophyte. Donc on a un tout petit peu de prébiotiques tous les jours dans notre alimentation. Alors ça existe aussi par la bouche sous forme de gélules. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable quand même. Donc ça, c'est les prébiotiques. Les prébiotiques vont donner à manger, entre guillemets, à notre flore saprophyte. Alors les prébiotiques, si vous les trouvez sous forme de gélules, c'est ce qu'on va appeler par exemple la chicorée. Je ne sais pas si vous connaissez, ça va être la guimauve, ça va être la racine de pissenlit, ça va être la racine de bardane. Et si vous en trouvez, par exemple, si vous avez de la racine de bardane, si vous avez de la racine de pissenlit, si vous avez de la racine de chicorée, la chicorée c'est une jolie plante, ça n'a rien à voir avec la ricorée, hein, strictement rien à voir. La chicorée c'est une petite plante bleue, une fleur bleue. Bien, vous pouvez prendre la racine de pissenlit, la racine de bardane, la racine de chicorée, vous pouvez en faire de la poudre, et puis, entre guillemets, vous mettez une cuillère à thé tous les jours sur vos légumes, et vous aurez comme ça de l'inuline. Elle est intéressante quand on va faire une détox, en fait. Voilà, il y a les différentes racines. Ça peut être de la guimauve aussi, si vous avez envie. Alors, si vous avez déjà tendance, entre guillemets, à fermenter, essayez de faire rentrer les prébiotiques, entre guillemets, de manière douce, délicate. Hein, on n'y va pas avec une grosse cuillère à soupe tout de suite. Donc ça, c'est nos amis les prébiotiques. Les prébiotiques, moi je les utilise aussi sous une forme que j'aime beaucoup, c'est les jus de légumes lacto-fermentés. Les jus de légumes lacto-fermentés ne sont pas des probiotiques, c'est bien des prébiotiques. On est bien sur de la fibre, on est bien sur un but, c'est de faire des acides gras à courte chaîne, de faire du butyrate, le butyrate qui est l'aliment préféré des colonocytes, c'est-à-dire des cellules du côlon. Et donc prendre un tout petit peu de jus de légumes lacto-fermentés avant de manger, et bien ça permet d'aider à la digestion de ce que vous allez prendre. Évidemment, une alimentation équilibrée, ça j'espère que vous l'avez bien compris à force de me suivre. Ensuite, on va parler des probiotiques. Qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Ça fait professionnel, les probiotiques. En fait, les probiotiques, ça va être quoi? Ça va être finalement de la flore saprophyte vivante,
c'est entre guillemets des bactéries avec, de nouveau, on retrouve des lactobacilles par exemple, c'est un peu les plus connus. Alors il y a une tonne de familles de bactéries. Hein. Vous connaissez Lactobacillus casei par exemple, vous connaissez le Gasseri puisque c'est celui qui est reconnu pour faire perdre du poids. Il y a aussi le Reuteri par exemple, il y a aussi Escherichia coli, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a naturellement dans notre corps. On a aussi, je vous l'ai dit, les bactéroïdetes, et là on a plein de familles aussi. C'est pas du tout important de connaître tout ça, sauf si vous voulez, en tant que thérapeute, vous spécialiser dans le microbiote et dans les pré et les probiotiques pour savoir quoi donner, etc. Alors, qu'est-ce que c'est donc un probiotique? C'est donc on va dire une flore saprophyte vivante qui va faire le rôle du microbiote. Donc, en fait, vous apportez, entre guillemets, du microbiote à votre microbiote. C'est-à-dire qu'on pense qu'il vous manque quelque chose et on vous apporte ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est anti-inflammatoire, on sait que c'est anti-cholestérol, etc., etc. Enfin, tout ce que je vous ai cité dans le rôle du microbiote, eh bien, on va vous apporter, entre guillemets, du microbiote. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut entendre. C'est que vos microbiotes vous appartiennent à vous. C'est votre empreinte digitale. Et là, vous allez prendre des probiotiques, donc des bactéries vivantes, des virus vivants, etc., des parasites. Vous allez les prendre et vous allez les amener dans votre corps. Mais est-ce que vous connaissez par cœur, justement, la composition de vos microbiotes? Est-ce que vous savez quelles bactéries vous avez, combien de milliers d'Escherichia coli vous avez, combien vous avez, entre guillemets, de fragilis, de thermophilus, de streptocoque, etc., etc. Donc, vous allez prendre quelque chose de vivant que vous allez passer par la bouche pour, entre guillemets, remettre à l'équilibre votre flore. Mais est-ce que vous avez pris les bons? Est-ce que vous ne risquez pas finalement de faire la guerre dans votre corps? C'est pour ça que je suis une anti-probiotique. Parce que pour moi, aujourd'hui, entre guillemets, il faut les prendre avec des millions de souches, c'est-à-dire plus il y a de quantité au niveau des souches, mieux c'est. Mais là aussi, si ça ne vous correspond pas, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Ensuite, les probiotiques, il y a une manière de les prendre. On les prend ou avant le repas, ou on les prend 2 heures après le repas. Parce que les probiotiques, en fait, c'est quelque chose de vivant dans une gélule. Ça va arriver au niveau de l'acidité de votre estomac. Et l'estomac, en fait, va péter la gélule et va tuer, en fait, les bactéries. Donc, 90 fois sur 100, vous prenez des probiotiques, ça coûte cher. Moi, je trouve que ça coûte très cher. Et puis, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas dans une gélule gastro-résistante, donc il résiste à l'acidité de l'estomac. Et donc, vous vous retrouvez à avoir dépensé de l'argent pour rien puisque l'acidité de l'estomac vous a tué tout ça. Voilà. Ensuite, on sait qu'on peut naturellement avoir des probiotiques dans son alimentation. Donc, on va acheter, entre guillemets, on va plutôt faire, c'est mieux, on va faire des légumes lacto-fermentés. Il y a plein de tutos sur internet, c'est super fastoche à faire. On peut se faire de temps en temps un petit peu de kéfir. On peut aussi manger rarement un peu de tempeh, c'est-à-dire du soja fermenté. Mais pourquoi pas manger des croûtes de fromage, manger un yaourt ou 2 yaourts une fois par mois. Yaourt de qualité, plutôt les yaourts grecs par exemple, là ça marche vachement bien. Et là, vous allez permettre en fait à votre flore de se développer ou d'avoir la force de tuer la flore que vous ne voulez pas. C'est ça qui est important à entendre. Quand vous prenez des probiotiques, quel que soit le milliard de souches que vous prenez, et plus il y a de milliards d'ailleurs, plus c'est dangereux, vous allez amener peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Ensuite, n'oubliez pas que c'est tué au niveau de l'acidité de l'estomac et que donc, entre guillemets, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et que le plus simple, c'est de manger naturellement des choses qui vont permettre de développer votre propre flore saprophyte de vos microbiotes. Et dans ces cas-là, il vaut mieux favoriser les prébiotiques. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. Donc, entre guillemets, pour moi, les probiotiques, son microbiote, c'est hyper important
pour une tonne de choses. Hein. C'est le premier cerveau, c'est 85% du système immunitaire, c'est le responsable de certaines vitamines, c'est le responsable, c'est un anti-inflammatoire, un anti-cholestérol, ça joue dans la fertilité, dans la thyroïde, etc., etc. Donc il faut en prendre soin, mais est-ce qu'il faut que j'achète des probiotiques? Ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne suis pas OK. Ensuite, il faut entendre que pour refaire son microbiote, il faut un petit peu de temps. Il faut au moins 3 mois pour refaire son microbiote. Et 3 mois de probiotiques, c'est une hérésie. C'est cher. Et puis surtout, quelque chose qu'on ne vous dit jamais, c'est que lorsque vous prenez des probiotiques, ça fait de l'effet quand vous le prenez. Alors si vous le prenez en gélules gastro-résistantes, et si vous avez été conseillé judicieusement sur des souches qui vous manquent. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez fait analyser vos microbiotes. Ça coûte entre 200 et 300 euros. C'est quand même plus facile, à mon avis, de passer par l'alimentation. Ou en tout cas, de prendre des prébiotiques naturels pour favoriser le bon développement de votre flore saprophyte. Donc, dès que vous arrêtez de prendre des probiotiques, il n'y a plus aucun effet. Si tant soit peu qu'il y avait une gélule gastro-résistante et que vous ayez les bonnes souches. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de si, ça fait beaucoup d'argent, ça fait surtout, moi je trouve, je suis à la mode, je suis conseillée par tout le monde, et notamment par des gens qui n'y connaissent rien du tout, et que finalement, prendre soin de son système immunitaire, on peut le faire de plein d'autres manières, et notamment on peut le faire en prenant soin d'avoir une alimentation équilibrée. Pas trop de viande, pas trop de céréales, pas trop de fibres, surtout pas de sucre qui est l'ennemi numéro 1 de notre microbiote, de nos microbiotes. On arrête de tout vouloir stériliser, on arrête d'acheter des trucs sur gras pour la peau, on arrête les perturbateurs endocriniens, les additifs, les excipients, etc. etc. Le best-of quand même, c'est de prendre des probiotiques où, comme je l'ai vu hier, il y a à l'intérieur au moins 3 excipients. Ensuite, on y rajoute de la vitamine C. La vitamine C, si on prend en exergue, est très mauvaise pour les reins. On y rajoute de la vitamine D. Et tout ça, évidemment, on ne vous le dit pas. On vous dit juste, madame, tenez, prenez ces probiotiques. Mais est-ce que les lactobacilles qui y a à l'intérieur me correspondent? J'en sais rien. Et puis, si on amène, entre guillemets, des lactobacilles qui sont plutôt du côté côlon droit, plutôt du côté fermentation, eh bien on a un risque très important, surtout si on le prend tous les jours pendant longtemps, c'est de créer un SIBO. Parce que vous allez augmenter la flore de fermentation, vous allez dilater le côlon droit et donc tirer sur cette porte qui mène vers l'intestin grêle, qui s'appelle la fameuse VIC, la valve iléocécale. Et là, toutes les bactéries qui sont développées parce que vous prenez des probiotiques vont aller au niveau de l'intestin grêle, vont pouvoir même remonter quand le pylore va s'ouvrir jusqu'à l'estomac. Vous allez vous retrouver avec des remontées acides, avec des ballonnements, avec une hernie hiatale, etc., etc. Tout ça parce que vous avez écouté quelqu'un qui n'était pas formé, qui a certainement eu une bonne idée au départ, qui voulait donner des probiotiques, mais des probiotiques finalement qui ne vous correspondent pas. Donc les probiotiques, ce n'est pas automatique. Les prébiotiques, ça ne se prend pas en complément alimentaire. Les symbiotiques, en fait, c'est des prébiotiques plus des probiotiques. Donc vous avez compris, vous savez ce que j'en pense. On a aussi aujourd'hui des postbiotiques. Alors les postbiotiques, peut-être quelque chose de l'avenir, on ne sait pas. En tout cas, c'est des molécules qui sont produites par les bactéries, par cette flore saprophyte en fait, de notre intestin. Donc les fameux acides gras à courte chaîne et le butyrate, entre autres, mais c'est aussi des enzymes, des vitamines, des acides aminés. Donc peut-être que quand ils seront au point, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant, parce que du coup, on va retrouver le produit en fait fabriqué qu'on a naturellement par notre flore saprophyte. Ça peut peut-être être une bonne idée si c'est dans une gélule gastro-résistante, etc. Mais je pense que là-dessus, on en a encore à découvrir. Et puis, on a les fameux parabiotiques. Alors, les parabiotiques, alors là, c'est une connerie monumentale. Pour moi, en tout cas, je ne suis pas la seule à penser ça, bien entendu. Les parabiotiques, en fait, c'est des probiotiques, mais c'est des probiotiques, je vous ai dit tout à l'heure, les probiotiques, c'est une flore saprophyte active, vivante. Et bien, les parabiotiques, c'est de la flore saprophyte qui est morte. Parce que, apparemment, inactivée, ce serait mieux, entre guillemets, accepté par le corps. Alors là, moi, j'ai l'impression qu'on nous vend un petit peu du rêve. Alors, les probiotiques, c'est pas automatique.
Les probiotiques, ça peut être intéressant quand on a fait une grosse infection, alors qu'on était parti dans des pays où on sait que l'hygiène alimentaire est un peu difficile, ou lorsque l'on a mangé pendant 15 jours, 3 semaines, une alimentation qui n'est pas forcément la nôtre, ben là, ça va être intéressant de prendre peut-être des probiotiques, mais on va les prendre de manière naturelle. La lactofermentation, le kéfir, un bon yaourt, une bonne croûte de fromage, et ça marche très bien. Là où, pour moi, c'est un peu obligatoire, c'est si on fait une longue période d'antibiotiques. Parce que là, on a tué plein de choses avec les antibiotiques, notamment on a tué toutes les bactéries. Et donc, c'est intéressant, du coup, de réensemencer. Mais pourquoi on ne réensemencerait pas, finalement, avec des prébiotiques, tout simplement, avec, pourquoi pas, exceptionnellement, un petit peu de fromage de chèvre, de brebis, de vache, pourquoi pas un yaourt, pourquoi pas, exceptionnellement, un petit bout de soja, etc., etc. En tout cas, pourquoi pas amener pour que notre corps refasse. Parce que du coup, s'il refait, il refait quelque chose qui nous convient à nous, qu'on a depuis notre naissance, qui est notre empreinte digitale. Et puis pensez surtout tous les jours à avoir une alimentation équilibrée qui va vous amener autant à manger pour la flore de putréfaction que pour la flore de fermentation, pour qu'on reste à l'équilibre au niveau de 85% de notre système immunitaire dans le côlon, donc le gros intestin. Pensez aussi à faire attention à votre peau, à bien mâcher et à ce que vous mettez dans votre bouche. Attention au dentifrice, attention à tout ce qui contient de l'alcool avec lesquels vous faites des bains de bouche, etc. Ça tue toutes les bactéries, et les bactéries qui sont ici sont tout aussi importantes, puisque va dépendre du microbiote de la bouche, le microbiote au niveau, en tout cas toutes les bactéries, le microbiote qui est au niveau de l'intestin, et donc évidemment ceux qui sont après au niveau, pas de l'intestin, de l'estomac, pardon, et en dessous ceux qui dépendent des différents intestins. Donc non aux probiotiques, arrêtez cette mode, arrêtez de vous faire avoir des probiotiques, ça coûte cher, si c'est pas une gélule gastro-résistante, ça sert à rien. On risque de faire du SIBO, on risque d'augmenter cette dysbiose. Donc soyez à l'équilibre sur l'alimentation, mais soyez aussi à l'équilibre sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que comment je fais pour prendre soin de mon microbiote, comment je fais pour prendre soin de mon système immunitaire? Eh bien, je fais très attention au stress, qui est un immunosuppresseur, qui ouvre les jonctions serrées au niveau de mes différents intestins, au niveau d'ailleurs de mes différents épithéliums. Je fais très attention à la qualité de mon sommeil, parce que le microbiote, il arrête de travailler à 19h et il se remet à bosser à partir de 7h. Ça veut donc dire que de 19h à 7h, il faut un maximum d'heures de sommeil pour que le microbiote soit en équilibre. Donc on évite la dysbiose, le mot, entre guillemets, qui crée tellement de mots derrière, des maladies qui sont de plus en plus présentes. Je pense à l'obésité, mais je pense aussi au diabète de type 2. Moi, j'ai 80% des gens qui viennent me voir en consultation qui ont du diabète, qui ne s'en rendent même pas compte d'ailleurs, hein. Le cholestérol, c'est la même chose. Les problèmes de fertilité, c'est la même chose. Des SIBO, j'ai une tonne de SIBO dans mon cabinet. Donc, attention à la dysbiose. Donc, alimentation équilibrée. Rien ne doit manquer dans votre alimentation. Faites-vous aider pour savoir ce que vous devez manger en fonction de votre tempérament. Pas de prébiotiques, pas de postbiotiques, pas de probiotiques, pas de symbiotiques, pas de parabiotiques, etc., etc. Faites tout ça grâce à votre alimentation. Gérez votre sommeil et surtout apprenez à gérer votre stress. S'il faut passer par un complément alimentaire, faites-vous aider, parce que les microbiotes, c'est le fonctionnement correct de votre corps, c'est 85% de votre système immunitaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc les probiotiques, c'est pas automatique. Faites très attention, que si on est allé dans un pays à risque, que si on a pris des antibiotiques de manière intensive, forte dans l'antibiotique, dans le grammage que vous allez recevoir. Mais sinon, on évite, on fait avec l'alimentation, on fait avec la lactofermentation, etc., etc. J'espère que vous avez bien compris, j'espère que vous arrêterez de vous faire conseiller des probiotiques, j'espère que vous arrêterez, là, aucun labo va être content avec moi, j'espère que vous arrêterez, entre guillemets, de suivre les conseils de personnes qui ne sont pas formées en prenant des probiotiques. Et souvenez-vous surtout que là où il y a la majorité de mon microbiote, c'est les intestins, et que c'est mon premier cerveau. Et que dès que je vais avoir des maux sur le cerveau, eh bien, il va falloir que j'aille voir mes microbiotes de mes intestins. Il va falloir que je
travaille sur la dysbiose. Et je vous ai dit, c'est long. C'est là aussi où on fabrique les vitamines B pour le cerveau. Donc, dès que j'ai des mots sur mon cerveau, je vérifie. Alors, mon cerveau, celui-là, je vais vérifier évidemment le premier cerveau ici. Donc, non à la dysbiose, non aux probiotiques, c'est pas automatique, c'est vraiment dans des cas très très précis et c'est sur conseil d'une personne qui est réellement formée. À bientôt!